Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'En route pour demain, votre émission dédiée à la mobilité, à toutes les mobilités. Cette semaine avec Julien Bonnet, nous allons essayer de vous donner les bons conseils pour vous y retrouver entre les voitures hybrides, les hybrides rechargeables ou encore les voitures électriques. Et puis on essaiera l'un des modèles les plus attendus de l'année, le Volkswagen ID Buzz évidemment. C'est une voiture électrique. Allez, c'est parti pour En route pour demain. En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque semaine sur BFM Business et Tech & Co pour parler mobilité. Alors on en parle souvent au quotidien. Il y a une question en fait qui revient très souvent quand on discute avec des amis, avec des collègues. C'est j'achète une hybride ou je prendrais peut-être plutôt une électrique finalement, mais je dois acheter quoi selon le nombre de kilomètres que je fais Et on a décidé de se pencher sur cette question avec Julien Bonnet pour vous apporter en fait le plus d'éléments de réponse concrètes parce qu'une voiture ça reste quand même un gros investissement. Bonjour Julien. Bonjour Pauline. Journaliste auto pour BFM Business. Alors entre ces différents types de motorisation hybride rechargeable, électrique, c'est vrai qu'on a de plus en plus le choix. Mais alors, est-ce que déjà, finalement, tu peux nous dire un petit peu c'est quoi la différence? Parce que je trouve que là, en ce moment, on s'y perd complètement, même quand on s'y connaît un petit peu. Complètement, c'est un peu dur de s'y retrouver, surtout que certaines dénominations commerciales, elles reprennent simplement ce mot hybride, mais sans vraiment préciser la technologie utilisée. Et forcément, comme tu l'as rappelé, on en parle beaucoup en ce moment de changer de voiture. Notamment, on a en France les zones à faible émission qui arrivent. Donc concrètement, c'est des motorisations qui vont être peu à peu exclues de la circulation. Donc forcément, des motorisations thermiques anciennes, voilà, des vieux diesel, des vieilles essences. C'est vrai que les gens se demandent du coup, est-ce que j'achète une hybride ou est-ce que je prends une électrique directe? Enfin, qu'est-ce que je fais? Voilà, le calendrier reste encore un peu flou. On a quand même quelques questions qui restent en suspens. La tendance, elle reste quand même qu'à court moyen terme, le diesel dans les principales grandes villes, il risque très fortement d'être exclu, c'est quasi sûr. Même chose pour les motorisations thermiques dans leur ensemble. Donc bien sûr l'essence, mais aussi les fameuses voitures hybrides qui sont le plus souvent associées à une motorisation essence. Il reste quand même quelques doutes sur est-ce qu'on n'aurait pas un aménagement possible pour les voitures qui sont capables de rouler en 100% électrique. Mais la réalité, elle est là. Aujourd'hui, acheter une voiture thermique neuve, c'est quand même un risque sur l'avenir. Donc on peut se tourner vers l'hybride qui risque lui aussi d'être exclu, mais qui a quand même l'avantage déjà de permettre de réduire sa consommation. Et donc là, il y a plusieurs grandes catégories. Oui, c'est ça. Donc quand on met sous la grande bannière hybride, on va diviser maintenant en sous-catégories. Et la première, ça va être l'hybride non rechargeable. C'est ça. Donc ça fait déjà un grand ensemble qui va lui aussi en fait avoir pas mal de variantes. Donc on a déjà la première, on va dire, qui est l'hybride léger. On peut aussi parler de micro-hybride ou de mild hybride si on est plus sur les expressions anglophones. Mais en gros, ça va reposer sur un alterno démarreur, celui de Valeo est notamment assez connu, le fameux moteur 48 volts. Et donc c'est comme un super start and stop. Ça veut dire que en fait, ça va permettre d'accompagner le moteur thermique dans les phases de démarrage, d'accélération. Du côté alternateur, ça va être tout ce qui est autour de la récupération d'énergie pour pouvoir justement la réinjecter. Donc là, l'avantage, c'est que c'est une technologie qui est relativement peu coûteuse, mais qui permet de faire baisser la consommation et pour les constructeurs, bien sûr, les émissions. Donc on voit de plus en plus de moteurs essence qui ont cette petite subtilité d'hybridation dite légère. Alors il y a une deuxième grande catégorie auquel on pense tous quand on parle d'hybride, c'est on pense tout de suite du coup à Toyota et finalement ce qu'on appelle le full hybride. Voilà, exactement. Donc c'est une expression qui se démocratise maintenant. On dit full hybride, mais on a aussi, on parlait d'hybride classique par opposition à ces hybrides légers, on en parlera après, l'hybride rechargeable, où Toyota aimait bien l'expression auto-rechargeable, parce qu'en plus ça leur permettait de mettre en avant que c'était vraiment très pratique par rapport à une voiture électrique ou une voiture hybride rechargeable. Là on n'aura pas du tout besoin de la brancher. Et puis l'expression elle marche quand même bien, parce que c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne avec la récupération d'énergie au freinage, lors des décélérations, et cette énergie qui va être réinjectée. Donc la même chose, une technologie qui est aujourd'hui peu coûteuse, qui permet de faire baisser la consommation et qui est mature, et donc un coût assez simple, une simplicité d'utilisation. Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se développe pas mal. Renault a récupéré cette technologie assez récemment sur E-Tech et est en train de pas mal la développer aussi, donc en complément de Toyota. Et du coup, il y a l'autre gros bloc, alors c'est justement tous les hybrides mais qu'il va falloir qu'on branche, qu'on appelle les hybrides rechargeables ou les PHEV en anglais, les plug-in hybrid, electric vehicle. Et du coup, là, on est vraiment sur une toute autre technologie, une toute autre catégorie de véhicules quand même. Oui, ça va être vraiment une super voiture hybride non rechargeable, parce qu'elle va avoir par exemple une plus grosse batterie qui va lui permettre de vraiment rouler en 100% électrique plus longtemps. Sur l'hybride, on va dire auto-rechargeable, ça va être assez limité. C'est la voiture qui va un peu décider quand est-ce qu'elle roule en 100% électrique, même si on peut le forcer. Voilà, exactement. Et si on peut le forcer, ça va être en général repasser au thermique assez vite. Là, ce qui est vraiment agréable, c'est que on sait à peu près, on a plusieurs dizaines de kilomètres d'électrique. La tendance, c'est plutôt 50 km.
mais on voit maintenant des hybrides rechargeables qui veulent aller au-delà, donc proposer jusqu'à 100 km d'autonomie. Alors, cette motorisation, elle est souvent critiquée parce que finalement, si elle est mal utilisée, bah forcément, vous allez rouler toujours avec une batterie vide qui va représenter plusieurs centaines de kilos potentiellement. Oui, un véhicule plus lourd, donc finalement qui consommera plus que le gain stratosphérique qui est souvent promis Voilà, par c'est les ça, et constructeurs. on avec peut cette l'acheter, notamment on cite souvent les entreprises qui peuvent l'acheter pour bénéficier d'un avantage fiscal, et ensuite à l'usage, pas charger la batterie, donc finalement vous vous retrouvez avec un véhicule qui aura eu un avantage fiscal sans forcément avoir après une vertu sur le plan des émissions. Mais on peut le rappeler, il y a quand même une utilisation qui peut quand même correspondre, surtout dans cette période de transition où on va hésiter entre voiture électrique et voiture 100% thermique. C'est finalement vous réalisez tous vos trajets quotidiens en électrique, normalement 50 km quotidiens, ça permet d'avoir une grande partie des besoins des automobilistes qui sont couverts. Et sur le long trajet, les longs trajets, on va dire, moins fréquents au niveau annuel, bah, vous allez certes avoir une surconsommation, mais normalement, vous allez vous y retrouver. Et voilà, la planète globalement aussi, vu que finalement, l'ensemble des émissions sur la plage d'utilisation va être optimisé. Mais alors du coup, il y avait aussi une autre technologie dont tu nous avais déjà parlé ici, parce qu'on l'avait essayé, c'était le Qashqai e-Power, qui était alors une voiture, c'était une voiture électrique, mais dont il fallait faire le plein. Enfin, c'était Oui. vraiment un peu l'exception qui confirme la règle. Surtout qu'en ce moment, ils sont en train de communiquer là-dessus, donc je trouve ça assez drôle de capter comment, d'un point de vue marketing, ils arrivent à vendre cette technologie qui est quand même assez complexe à comprendre. Et moi, j'aimais bien résumer comme ça une voiture électrique dont il faut faire le plein, parce qu'en fait, le mouvement des roues va uniquement être entraîné par une motorisation électrique, mais c'est quand même un moteur thermique qui va recharger la batterie. Donc, il faut faire le plein pour que ce moteur thermique il puisse être en permanence en capacité d'alimenter la batterie. Et donc, c'est vrai que c'est une originalité, c'est-à-dire que vous êtes le confort de rouler en électrique, la simplicité de faire un plein, même si on a vu récemment avec les problèmes de pénurie d'essence que c'était plus aussi simple. Bon, à voir comment va se positionner cette motorisation dans l'offre actuelle, mais c'était, je trouve, rigolo d'aborder aussi cette technologie originale. De voir un peu une petite originalité dans notre grand schéma des véhicules hybrides. En tout cas, merci beaucoup, Julien, d'avoir planté le décor de notre émission. Tu restes avec moi, puisqu'on va poser toutes nos questions, toutes vos questions pratiques à notre invité. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'invité. Et notre invité cette semaine, c'est Solal Bodbol. Alors, on vous connaît déjà, parce que vous êtes déjà venu nous voir. Merci beaucoup d'être avec nous encore aujourd'hui. Vous êtes le fondateur de BIV. Alors, BIV, c'est un site qui est spécialisé dans la vente de voitures électriques. Alors, vous allez de la Tesla à la Renault Twingo, enfin, où il y en a pour un peu tous les goûts, toutes les couleurs. Et première question, parce qu'on se pose souvent justement, on parle beaucoup de l'électrique, on dit que c'est la technologie à la mode. Aujourd'hui, comment elles se portent les ventes de voitures électriques chez vous depuis la rentrée ? Alors, les ventes se portent bien parce qu'on a quand même voulu observer avec aussi donc il y a eu il y a eu l'augmentation des prix du thermique, Oui. mais ça a également touché l'énergie Ça a de manière beaucoup générale grimpé, et l'électricité. Néanmoins, nous on a remarqué deux choses. Alors, il n'y a pas eu de baisse. Enfin, on est toujours en constante croissance sur nos ventes, donc ça c'est toujours très positif quand on lance son entreprise et qu'elle est en activité. Mais on a aussi vu auprès de nos clients qui sont peut-être parfois indécis que c'est pas la raison de l'augmentation du prix de l'électricité, en tout cas, n'est pas un facteur bloquant. Parce qu'encore une fois, en fait, augmenter de 10 ou 15% un montant d'une recharge électrique qui peut coûter 8 à 10 euros, c'est pas la même chose que d'augmenter de 8 à 15% un montant d'un plein d'essence qui coûte 50 euros. Ça n'a pas le même impact sur le pouvoir d'achat. Donc, non, à ce niveau-là, on surveille. Mais en tout cas, ça n'a pas d'impact. Justement, quand les acheteurs viennent vous voir aujourd'hui, c'est quoi quelles sont leurs principales questions, les principales interrogations qu'ils ont quand ils se disent je vais peut-être passer à l'électrique, mais je m'interroge? En fait, ils s'interrogent sur beaucoup de choses tout au long de leur processus d'achat. D'abord sur la partie véhicule, sur quel est le véhicule qui est adapté à mon besoin. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on l'observe quand même. Enfin, on a été habitué à des noms de véhicules sur le thermique qu'on connaît, même si on n'est pas passionné d'automobile, comme les Golf, la Clio, la Twingo dont vous avez parlé. Et qu'aujourd'hui, ces noms, ils ont quand même changé pour l'électrique. Et les gens, ils ont besoin d'avoir un peu de la vision globale sur quelle est l'offre actuelle de l'électrique par les différents constructeurs. Et aujourd'hui, peut-être la problématique que l'on rencontre, c'est que les constructeurs, du coup, sont monomarques et les concessionnaires sont monomarques. Donc, c'est difficile d'avoir une visibilité sur l'ensemble de la gamme. Et ensuite, de savoir quel est le véhicule qui répond à son besoin en fonction de l'autonomie, de la vitesse de recharge et évidemment, forcément, du prix, parce que l'achat d'un véhicule, c'est quand même le deuxième poste de dépense
d'un ménage après l'immobilier. Ça, justement, sur tout ce qui est usage, vous sentez que quand on vient acheter une voiture électrique, on vient d'abord, on se pose plus la question de combien je vais faire de kilomètres, donc qu'est-ce que j'achète, et pas de me dire je fais 5 kilomètres par jour, mais j'ai quand même envie d'avoir une Golf, alors je vais acheter une Golf. Ouais, alors on sent que là, le besoin d'anticiper davantage son projet, d'anticiper son projet, pardon, est plus présent que pour le véhicule thermique. Ça, c'est certain. Ça dépend aussi beaucoup de est-ce qu'on dépose une solution, est-ce qu'on se dispose d'une solution de recharge au quotidien, que ce soit à domicile ou en entreprise, et de savoir aussi quel est le maillage sur les quelques trajets qu'on a effectués dans l'année pour partir en vacances l'été ou pour aller voir sa famille. En province ou autre, en fonction de ces gros trajets. Donc, il y a surtout ces 2 considérations qui sont prises en compte lors de l'acquisition d'un véhicule électrique. Alors ça, la recharge, on en parle depuis longtemps, hein, on en a beaucoup parlé ici, notamment avec Julien. Vous sentez que les choses évoluent quand même, que c'est plus simple aujourd'hui de faire installer une wallbox chez soi ou de trouver la bonne carte pour faire les recharges, ou c'est toujours finalement là où il va presque falloir le plus accompagner les acheteurs quand ils veulent passer à la voiture électrique? Alors, il y a du bon et du moins bon. Il y a du bon parce que en itinérance, quand même, les réseaux de recharge rapide s'étoffent et avec des nombres de bornes qui sont de plus en plus importants, avec des maillages aussi qui sont de plus en plus aussi stratégiques. Donc ça, c'est intéressant. La contrepartie de cela, comme vous le dites, c'est qu'il faut parfois plusieurs cartes de recharge. Il n'y a pas toujours des terminaux de paiement qui sont présents sur ces bornes. Donc il faut avoir soit plusieurs cartes de recharge de l'opérateur en question, ou bien d'avoir l'application mobile, parce que l'opérateur vous envoyez vers son application mobile ou scanner un QR code. Après, il y a des techniques. Nous, par exemple, on propose notre propre carte de recharge unique qui est compatible avec plus de 200 000 bornes en Europe. Donc, vous avez des facilités quand même après à l'usage pour comprendre l'intégralité de son projet et où sont les bornes de recharge. Après, on voit peut-être avec le succès, justement, on en parlait en introduction, de l'hybride, qui a quand même une certaine crainte. Et donc aujourd'hui, c'est une technologie qui est séduisante, parce que les ventes d'hybrides rechargeables, d'hybrides non rechargeables, pardon, elles progressent. Donc par exemple, en France, depuis le début de l'année, c'était une vente de véhicules sur 3. Donc on voit que ça rattrape peu à peu l'essence. Et au niveau européen, la tendance, elle est là aussi, avec des hybrides rechargeables qui baissent, même si donc l'électrique continue de progresser. L'hybride non rechargeable, ça semble être aujourd'hui une technologie quand même peut-être pas mal pour la transition. Mais vous, finalement, sur un client qui serait prêt à passer l'hybride rechargeable, pour vous, il est presque compatible voiture 100% électrique? Ouais, alors nous, les clients qui hésitent entre un véhicule 100% électrique et hybride rechargeable, en les interrogeant, en fait, on se rend compte qu'ils sont électrocompatibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller au 100% électrique. Ils ont besoin d'être rassurés. Les gens, quand ils veulent passer à l'électrique, par rapport à l'acquisition d'un thermique en se disant tiens, je ferme les yeux, j'achète une Volkswagen Golf, ils ont besoin quand même d'avoir cet aspect un peu réassurance et expertise. Et que du coup, la technologie d'hybride rechargeable, comme vous le dites, en fait, il faut absolument avoir une solution de recharge, puisque comme vous l'avez dit avant, s'ils ne sont pas rechargés, le véhicule pèse plus lourd et la personne va consommer plus et elle va mettre la faute sur le produit, alors qu'en fait, au final, ça dépend aussi de l'usage. Donc, il faut absolument avoir une solution de recharge quand on possède un véhicule hybride rechargeable et un véhicule 100% électrique. Mais au final, oui, on se rend compte qu'avec le maillage aussi très important qu'il y a en borne de recharge rapide, aujourd'hui, la frontière entre l'hybride rechargeable et l'électrique, elle reste quand même assez mince. Oublions pas quand même que la restriction de circulation dans les ZFE à partir de 2030, ça concerne aussi les hybrides rechargeables. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent parce qu'on voit justement la solution, j'aurai une voiture électrique donc je pourrais rentrer partout, alors qu'en fait finalement non, il faudra vraiment une vraie voiture à batterie ou peut-être à hydrogène, mais que l'hybride rechargeable ne fonctionnera pas à ce Voilà. moment-là. Mais c'est pour ça d'ailleurs que dans cette question-là, il faut aussi prendre en compte maintenant, en dehors de l'aspect véhicule, la partie financement qui reste aussi très importante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a aussi une évolution. Parce qu'aujourd'hui, donc, on parle quand même de véhicules électriques, c'est quand même assez onéreux. Ça, Oui, grosso modo, pour la moyenne, elle est quand même sur votre supérieure à site 30 tout 000 à l'heure euros. avec Julien ce qu'on pourrait acheter et c'est vrai qu'on se disait bon, c'est le prix le plus bas qu'on a trouvé, c'est Pour la Dacia Spring. c'est la Dacia Spring. Après il y Ouais. avait la Twingo, mais c'est vrai qu'on monte tout de suite sinon à des tarifs qui sont, vous voyez, des Exactement. 1 000 euros par mois en D'accord. loyer, en leasing. Bon, c'est quand même une somme. Non, alors pour même des Tesla Model 3, on a des leasings qui sont autour de 500 euros, même des Volvo XC40 autour de 450 euros. Mais en tout cas, de manière générale, le prix d'un électrique, c'est quand même plus important qu'un thermique. Et du coup, l'effort financier de se dire je paie mon véhicule comptant et je vide mon compte en banque, aujourd'hui, ça a moins d'intérêt pour le faire vers ces technologies-là, parce que d'abord, la technologie, elle évolue. Et ensuite, parce que vous ne connaissez pas encore forcément la valeur de revente de votre véhicule
lorsque vous aurez terminé de l'utiliser, quand vous Ouais. l'achetez au bout de 5 ans, 6 ans. Donc il vaut mieux quand même s'orienter vers des contrats en leasing pour pas avoir à gérer cette partie revente. Et du coup, si vous voulez pas faire l'acquisition, plutôt s'orienter vers de la location longue durée plutôt que de la LOA, parce que sinon vous allez payer plus cher un leasing euh, vous allez payer plus cher votre LOA que la location longue durée si vous voulez pas le racheter à la fin. Ça, pour vous, c'est aussi un élément important qui peut permettre justement à des gens de passer à l'électrique, ce côté à la fois, c'est pas moi qui supporte la charge du véhicule, et puis en même temps, peut-être que dans 3 ans, je repasserai sur un autre modèle électrique ou une autre taille parce que je me rendrai compte que peut-être que cette grosse berline ou que cette toute petite voiture n'était pas adaptée. Énormément. Oui, c'est un énorme impact. C'est pour ça que je vous dis vraiment la partie financement, elle a autant son importance que le choix de son véhicule. Parce que, encore une fois, en tant que consommateur, c'est normal d'être stressé sur un nouveau produit et que c'est un effort financier qui est extrêmement important pour les entreprises et pour les ménages et que du coup, il faut choisir le financement aussi qui est adapté pour minimiser, entre guillemets, son risque personnel vis-à-vis de l'acquisition de son véhicule. On en parle à l'instant, il y a beaucoup de grandes voitures sur votre site, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de grandes voitures dans les gammes des constructeurs. Vous attendez beaucoup de l'arrivée de toutes ces petites voitures électriques qu'on nous promet, je pense chez Renault, au R4, au R5, tous ces petits modèles-là qui sont censés démocratiser la voiture. Oui, Ça va être un vrai game changer pour vous? bien sûr, parce que nous, on est quand même une société à impact où on vend que du 100% électrique. On voit quand même que sur des batteries qui sont très grosses, l'impact écologique, il reste plus limité que sur des véhicules citadins. De l'autre, donc d'une part, vous avez les constructeurs automobiles qui produisent des SUV parce que c'est aussi la demande du marché. Donc nous, on est des distributeurs, on n'est pas des fabricants de véhicules. Par contre, ce que l'on a remarqué, c'est que nous, on vend quand même, en termes de part de marché, on vend plus de véhicules berlines et citadins que de SUV par rapport au marché français sur l'intégralité de notre gamme. D'accord, c'est surprenant comme... Parce qu'encore une fois, ces personnes-là, elles passent à l'électrique pour différentes raisons. Soit elles veulent faire des économies à l'usage, soit, heureusement, il y en a qui veulent réussir leur transition écologique, et aussi certains pour ce soit un marqueur social. Mais du coup, oui, avoir des véhicules plus petits en fait, il faut que les autonomies soient intéressantes. Aujourd'hui, nous, en fait, on voit que les clients, ils souhaitent des autonomies qui soient supérieures à 400 km parce qu'elles savent qu'en allant sur autoroute, elles vont consommer plus et elles veulent quand même pouvoir faire un peu plus de 250 km sans avoir à faire une recharge. 400, c'est la barrière psychologique Ouais, aujourd'hui pour tout nous, le monde. en tout cas, chez nous, on remarque que 400 km, c'est la barrière psychologique. Alors, vous les atteignez quasiment avec la Renault Zoé ou même la Peugeot i208 qui se sont mis à jour. Mais voilà, je pense qu'il y a encore des axes d'amélioration. Après, il n'y a pas que l'autonomie. Ce qui compte aussi énormément, c'est la vitesse de recharge. Ouais. Ça, c'est un élément parfois qui est un peu trop sous-estimé. Et là aussi, c'est en constante amélioration. Mais vu que tout est en constante amélioration, c'est pour ça que le financement, il est aussi important. Et parfois, privilégier plutôt du leasing que de l'achat, même si le véhicule ne vous appartient pas. Vous verrez que financièrement, l'un dans l'autre, vous vous y retrouvez. Et sur l'arrivée potentielle des constructeurs chinois, sur justement ce segment des voitures électriques pas chères, on en parle depuis longtemps. Finalement, elle tarde un peu à arriver. Aujourd'hui, la voiture produite en Chine, la moins chère, c'est la Dacia Spring, mais du coup, elle est un petit peu quand même européenne d'une certaine manière. Vous voyez comment cette arrivée potentielle des constructeurs chinois dont on déroule le tapis rouge, comme dirait Carlos Tavares, le patron de Stellantis. Après, je pense que ça dépend de quel point de vue on parle. Si c'est point de vue consommateur, c'est une bonne chose parce que du coup, il a plus de choix. Les constructeurs se mettent en concurrence et ça fait baisser les prix. Vous en avez au catalogue? Vous allez en faire rentrer dans tous les modèles Non, on en a certains. Là, vous présentez la EOS, par exemple, on la propose. Après, là où il faut être assez vigilant, c'est qu'il ne faut pas regarder que aussi l'acquisition, il faut aussi après regarder derrière l'entretien et la réparation et les pièces détachées. Vous prenez même l'exemple de Tesla, qui n'est pas forcément asiatique, mais qui est un acteur américain. Vous voulez remplacer votre pare-brise ou remplacer votre pare-choc, vous avez beaucoup de délais, parce qu'en fait, ils ne sont pas assez aussi il n'y a pas le aujourd'hui maillage d'un structurés. Renault ou d'un Peugeot Ils en ne sont France, pas très bien structurés pour faire de la Ouais. prévente. Ils sont bons pour vendre des voitures. Par contre, la prévente, aujourd'hui, c'est limité. Donc voilà, il faut être vigilant sur ça. Et quand vous avez des nouveaux acteurs qui s'implantent, c'est ce qu'ils ont cette capacité aussi de faire du SAV par rapport à des acteurs plus historiques qui ont développé cette expertise-là pendant plusieurs dizaines d'années. Donc assez rassurant pour les constructeurs européens et en particulier français, en tout cas sur cet aspect-là. Oui, bien sûr. Et juste pour finir, dernière question, c'est quoi le top des ventes chez vous en ce moment? Qu'est-ce que les clients vous demandent Alors, la Mégane E-Tech, elle fonctionne très bien. C'est vrai, ouais. Oui, bien sûr. Là, vous êtes quand même sur un véhicule déjà français qui a une autonomie très bonne, avec un rapport qualité-prix qui est intéressant. Et après, vous avez les véhicules type Hyundai et Kia, qui sont aussi des excellents rapports qualité-prix et qui sont peu consommateurs.
qui sont très efficients. Et Tesla, forcément. Bien sûr, Ouais. Mais on voit que la part de Tesla, quand même, elle diminue parce que l'offre des autres acteurs historiques commence aujourd'hui à vraiment très, très bien se développer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif, je trouve, notamment pour le consommateur final. En tout cas, merci beaucoup Solal Merci à d'avoir vous été pour avec nous. l'invitation. J'espère qu'en tout cas, nos échanges vous ont aidé à y voir un petit peu plus clair si vous êtes dans un processus et que vous hésitez entre des hybrides, des électriques. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. On va passer à l'essai de la semaine et on va rester sur un modèle 100% électrique, un des modèles, je pense, les plus attendus de l'année, voire du début de la décennie. Julien, je pense qu'on est à peu près raccord si on dit ça. C'est l'ID Buzz. Alors l'ID Buzz, en fait, c'est la version 21e siècle, du mythique combi de Volkswagen. Qui dit 21e siècle dit forcément voiture électrique. Et c'est un essai signé Julien Bonnet et Jean-David Duhart. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai. Cela faisait des années que Volkswagen préparait les esprits au retour de son mythique combi en version 100% électrique. Et ça y est, c'est fait, on le découvre aujourd'hui sous ce drôle de nom d'ID Buzz et la marque allemande s'apprête à le commercialiser en cette fin d'année 2022. Côté design, on est bien sur cette promesse d'un combi réinventé par Volkswagen pour le 21e siècle. On retrouve quelques détails qui rendent hommage à son lointain ancêtre dont la production avait commencé en 1950. Par exemple, la teinte bicolore sur notre modèle d'essai jaune et blanc, mais au total, Volkswagen propose 4 teintes bicolores différentes. On a également cette silhouette caractéristique du combi et également les larges surfaces vitrées. Donc un pari design assez réussi avec notamment ce gros logo Volkswagen au centre de la face avant. Mais on peut lui trouver un côté un peu aseptisé à cet ID Buzz, loin de l'esprit flower power du combi d'origine. Un peu comme si Volkswagen avait cherché à rendre peut-être un peu trop moderne et connecter la communauté hippie, mais une connectivité qui aujourd'hui est justement dans l'air du temps et c'est ce qu'on retrouve à bord. À bord de cet ID Buzz, on retrouve finalement un intérieur très convivial. C'est même l'intérieur sans doute le plus chaleureux de la gamme ID. Ça commence par le rappel de notre couleur, donc jaune et blanc qu'on va retrouver pas mal à l'intérieur. On a également énormément de rangements, ça c'est pour le côté assez familial de ce nouveau combi. Dans les portières, sous la ventilation avec ce porte-gobelet assez original. Et autre originalité, la console centrale qui est amovible. Je vais vraiment pouvoir la retirer pour avoir une sorte de panier de pique-nique que je vais pouvoir emporter à l'extérieur. Du côté de la planche de bord, finalement on est dans le classique ID mais avec cette petite touche de bois qui ajoute un petit peu de classe et d'authenticité. Et sinon on a le classique, le combiné central tactile avec le petit écran derrière le volant. Ça pour le coup on est vraiment sur la continuité des ID 3, 4 et 5. Donc on est dans un véhicule qui se veut bien sûr familial, donc à l'arrière on a pas mal d'espace, une banquette qui est coulissable en 2 tiers, 1 tiers et un énorme coffre, 1100 litres qui peut passer à plus de 2000 litres si on rabat les sièges arrière. Donc à bord de cet ID Buzz, on retrouve finalement un comportement de véhicule électrique avec tout ce qu'il y a de plus moderne, c'est-à-dire le silence, le confort d'utilisation. Finalement, on est à des années-lumière de l'ancien combi. On a eu la chance de pouvoir tester une des premières générations commercialisées. Celui qu'on a pu conduire, il date de 1960. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans un autre univers avec les bruits de moteur à l'arrière, les passages de vitesse un peu laborieux avec l'embrayage. Mais c'est vrai que c'est ce côté un petit peu pittoresque, authentique qu'on retrouve dans l'ancien combi. Mais retour dans notre combi du 21e siècle, donc nous on dispose d'une batterie 77 kWh, elle est associée à un moteur 150 kW, donc qui développe environ 204 chevaux. Donc c'est la seule configuration moteur-batterie proposée pour le moment par Volkswagen, mais ça pourra évoluer par la suite avec d'autres combinaisons possibles. Côté autonomie, on est à environ 400 km annoncé. Il faudra voir bien sûr en fonction de la consommation électrique, du chargement du véhicule. Le véhicule d'ailleurs il fait 2,4 tonnes, donc la motorisation électrique elle apporte un certain dynamisme, mais il ne faut pas s'attendre non plus à un foudre de guerre. Sur le 0 à 100, on est à un peu plus de 10 secondes. Pour la recharge, on dispose d'une capacité de 11 kW en courant alternatif, donc principalement pour la recharge à domicile ou sur les bornes lentes. Pour la recharge rapide, donc assez pratique sur les longs trajets, et c'est vraiment un domaine sur lequel on attend cet ID Buzz qui appelle vraiment au voyage. On peut encaisser jusqu'à 170 kW. En gros, ça permet de récupérer de 5 à 80% de la batterie en un peu moins de 30 minutes.
Sur cette partie véhicule très moderne, on retrouve finalement les particularités de la gamme ID, donc 100% électrique chez Volkswagen. Donc le plus utile sur les longs trajets, ça va être notamment le duo régulateur de vitesse adaptatif suivi des lignes de la route. Chez Volkswagen, ça s'appelle le Travel Assist. Ça s'appuie en appuyant sur un bouton et ça, sur les longs trajets, ça va vraiment être pratique et reposant. Le point très positif aussi, c'est qu'on a un véhicule qui est quand même assez grand, un peu plus de 4,70 m, mais il reste très maniable. On a notamment un rayon de braquage de 11 mètres, donc ça c'est un très bon chiffre. Pour se rendre compte, c'est l'équivalent du rayon de braquage d'une Volkswagen Golf. Et nous, on a pu le constater lors de notre essai pour faire des demi-tours. C'est vraiment très pratique avec toutes les caméras qu'il y a autour du véhicule. C'est vraiment sécurisant lors des manœuvres. En résumé, on est donc sur un véhicule qui est vraiment très confortable, très agréable à l'utilisation. À voir après s'il pourra séduire les voyageurs ou les familles qui sont vraiment le public cible sur ce véhicule, probablement le plus sympathique et authentique de la gamme ID. Cet ID Buzz récupère donc le capital sympathie de son ancêtre le Combi, mais en s'en éloignant beaucoup et en étant vraiment très moderne. D'ailleurs, au niveau des tarifs, il est commercialisé à partir de 56 990 €, mais en rajoutant quelques packs et options comme sur notre modèle d'essai, on franchit finalement la barre des 60 000 € et donc impossible de récupérer un bonus écologique en France par exemple. A noter que Volkswagen lance également cet ID Buzz en version utilitaire, donc pour les professionnels, la version ID Buzz Cargo. Et donc avec le développement des zones à faible émission en France, dans les principales grandes villes, il sera intéressant de voir si les ventes de ce genre d'utilitaire 100% électrique, elles se développent au cours des prochaines années. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro d'En route pour demain. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business et Tech & Co. À très vite. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.